Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19e et dernier épisode de Cold Facts de l'année, rassurez-vous. On commence avec Lausanne qui traverse une période très très compliquée, 5 défaites, 4 en championnat. On enchaîne avec Bienne qui va pas beaucoup mieux, 4 défaites, là aussi si on prend toute compétition confondue, 2 défaites en championnat, dont la plus récente à Fribourg, sortie en quart de finale de la Champions League, et puis défaite en demi-finale de Coupe de Suisse contre Ajoie. On passe après à Genève, qui s'est imposé 3-2 après prolongation mardi soir contre Davos. Ça s'est joué à pas grand-chose pour que le bilan soit pas très positif pour Genève. Puis finalement, grâce à Rod et puis à Wingels, ça va bien du côté de Genève finalement. Et puis là où ça va bien, c'est aussi à Fribourg qui a battu donc Bienne 3-2 avec un excellent David Desharnais. Et on termine avec vos questions. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on se prépare pour le dernier épisode de la saison, de l'année, attention, de l'année de Colfax. tu nous fous au chômage jusqu'à la fin de l'année. Au moment où ça commence à compter, on part. Arrête, fini. Non. On profite que tu rentres de vacances, parce que toi aussi tu pars à Londres et tout, mais... Ouais, mais moi je m'arrange pour que ça colle. Sagouin. On commence avec... on a décidé que le théorème Colfax fonctionnait à plein régime, pour le coup, avec Lausanne. 5e défaite de suite si on prend en compte toutes les compétitions, 4e en championnat. Ça commence à sentir le roussi, peut-être pas aussi fort qu'à Lugano, mais... Non, là ça pue quand même sacrément à Lugano, donc il y a encore une petite marge à Lausanne, ouais. Petite marge, mais mine de rien, ça fait quand même quelques épisodes qu'on n'est pas convaincu par cette équipe. Puis, de temps en temps, elle allait gagner un match, mais derrière, elle perd, où tu te dis, ça va pas. Et là, Zug, 3-0, t'arrives pas à marquer en plus. J'ai l'impression qu'il y a... D'habitude, tu peux tirer un petit côté satisfaction de quelque chose. Ah au moins, le powerplay a bien marché. Au moins, on a gagné le dernier tiers. Au moins, X ou Y. Là, non. Il n'y a rien de positif non, en ce moment. Ça a pas si mal défendu à un moment. Et encore, pas Zug touche 2 fois les poteaux durant le premier tiers, ça... Un premier tiers catastrophique. Premier tiers catastrophique. Alors, 14-4. Comme je l'ai tweeté, moi j'étais présent à Genève et non à Lausanne. J'ai vu des extraits, donc c'est difficile d'avoir une image aussi claire que toi qui a vu le match. Ouais. Mais des fois, il suffit juste de regarder d'où viennent les shoots. Et 4 shoots cadrés, une dizaine de shoots bloqués, mais qui viennent tous en périphérie. Il n'y a rien dans le slot, mais rien de rien. Peltonen, on a dit la semaine passée, on est au stade « je brasse mes lignes » dans l'échelle de la panique. Du coup, ça a fait quoi ? Absolument rien du tout. Les mêmes joueurs produisent strictement rien. Il n'y a pas de blessés, hein. Il y a même Almond est de retour. Antonietti n'est pas là, effectivement. Donc tu peux même pas te justifier en disant « ouais, bon... Et là, sur les 10 derniers matchs, là, j'ai une question pour toi, tiens, en préparant cet épisode. Qui est le meilleur compteur du LHC sur les 10 derniers matchs ? Ah, bonne question. Ça doit pas être Jeffrey, sinon tu me poserais pas cette question. 10 matchs, 6 points, c'est pas lui. Il y a un joueur qui a fait mieux que Dustin Jeffrey, qui était le numéro 2 dans cette liste, en 10 matchs. Ouais. C'est Petteri Lindbaum. Ah ouais. Je pense que je t'avais donné 3 choix, tu n'en serais pas arrivé à Petteri Lindbaum. J'allais dire peut-être Genadzi, tu vois, en deuxième. Donc Voilà, 10 matchs, 4 points. Non. Offensivement, Berchi, c'est 3 points. Vermin, 4 points. Kennins, c'est encore pire, 12 matchs, 3 points. Emerton, 3 points. Aaron, 3 points. Moy, c'est 16 matchs, 4 points. Moy, il remplit un maillot tous les soirs, mais il fait rien d'autre. Joris, 13 matchs, 4 points. Il est un peu mieux ces derniers temps, mais c'est pas encore une grande période. On a Jeffrey, 10 matchs, 6 points. C'est pas bon. Ça reste pas bon. Froidevaux, 10 matchs, 2 points. C'est pas lui. Froidevaux, il est pas là. Il joue pas assez pour avoir plus d'impact. Puis derrière, tu as les défenseurs. Frick, 4. Junland, 5. Genadzi, 4. Elinbaum, 7. La production offensive, ces temps, on tape beaucoup sur Jeffrey. On sens large, pas forcément à ce micro. Ouais. Mais moi, c'est Berchi, Vermin, Kennins. Ils ont 10 points à eux4 à eux3 sur les 10 derniers matchs. C'est catastrophique. Et c'est ces joueurs-là qui devraient en ce moment sortir la tête de l'eau et ils le font absolument pas. Surtout qu'on voit dans d'autres clubs, quand ça va pas trop, on parlera de Genève après où tu étais au match, qui c'est qui te sort de la mouise à la fin ? C'est les leaders finalement. C'est les Winnick, Richard, Rod, Wingers. Et c'est comme ça quasiment à chaque fois. Quand ils ont besoin qu'il y en a qui se lèvent, qui doivent se lever, c'est eux. À Lausanne en ce moment, tu as l'impression que tu as beau
faire tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est cassé? J'ai l'impression que c'est peut-être un peu fort de poser cette question. La semaine passée, j'ai utilisé le terme scission, puis je me suis ravisé. Oui. Je trouvais que le mot était beaucoup trop fort pour le sentiment que j'ai. Mais oui, pour moi, il y a un problème et il est vraiment gentiment en train de sortir. Même Ville Peltonen, dans le 24 heures de mardi, dit que les joueurs sortent du système, qu'il faut y revenir, etc. Donc, moi, je pars du principe que ce qu'on nous dit, ça équivaut à 10 ou 20% de la vérité. Donc quand un entraîneur admet qu'il y a des problèmes et que les joueurs sortent du système et qu'il faut absolument qu'on revienne aux fondamentaux et que les joueurs prennent des libertés, quand on le dit, c'est que le problème est un peu plus grave que ça, on va dire. Donc, ouais, c'est inquiétant. Il faut toujours rester, je crois qu'on essaie quand même toujours de l'être, rester pondéré. Lausanne est à son point et demi par match et à 6 points de la deuxième place. Il n'y a pas panique actuellement. Par contre, oui, il y a des problèmes. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qui sont les joueurs qui vont te sortir la tête de l'eau. Alors que normalement, ils sont censés être légion, en tout cas sur le papier, être capables de te sortir la tête de l'eau. On les a identifiés avant. Hein. Berchi, Vermin, même Kennins, Jeffrey. La liste, elle est assez longue. Hein. Aaron, que toute la Suisse s'arrachait, normalement, il doit quand même être capable de faire quelque chose. Là, en ce moment, pas du tout. Ton meilleur attaquant, en tout cas en termes de points, Dustin Jeffrey, il est sur le départ. Encore une fois, hein, il est professionnel, il va être payé jusqu'à son dernier jour, donc on attend qu'il joue jusqu'à son dernier jour. Robert Mayer va partir à Davos, il a été très bon. Voilà, mais est-ce que tu t'arraches? Est-ce que tu vas être le leader? Est-ce que tu vas taper du poing sur la table? À ce moment-là, je sais pas, Yunland, il a dit qu'il s'en allait aussi. Ouais. C'est normal, quelqu'un hein, qui a une voix, qui a... Mais voilà, est-ce que l'implication est toujours là? Je sais pas, là c'est des questions que je me pose. Ouais. Et légitimement, on ne sait pas qui sont les leaders dans cette équipe. Et je pense que c'est à ce moment-là où des Berchi, des Vermin, qui sont des joueurs suisses qui sont payés un salaire de leader et de joueurs suisses d'impact, c'est à eux d'avoir un impact. Et là, maintenant, ils ont remis Berchi, Jeffrey Vermin, cette ligne. Moi, on m'a dit, Jeffrey, il ralentit tout le monde. Et ça, je peux clairement l'entendre. Hein. Encore une fois, on en a déjà parlé, la non-reconduction. La non-reconduction ou la décision de laisser Jeffrey partir, on peut l'entendre. Il n'est pas parfait, ce joueur. Il a des zones d'ombre. On peut le dire. Mais actuellement, c'est pas le seul. Et il y a vraiment des soucis à plusieurs niveaux. Et je pense que Ville Peltonen, apparemment, contre Zug, avait résolument envie de d'abord bien défendre avant d'essayer d'aller marquer. Mais au bout d'un moment, quand sur la feuille de match, tu as justement, on répète le nom de ces attaquants, mais qui sont, on va pas tous les répéter, mais qui sont tous des attaquants qui ont du talent offensif, qui sont capables de jouer au hockey, qui peuvent être enthousiasmants. Tu leur dis, ouais, vous commencez déjà par pas encaisser de goal, puis après on verra. Au bout d'un moment, ça peut énerver un peu tout le monde. Mais tu comprends aussi, l'ennui, c'est un mal qui touche à peu près tous les supporters de tous les clubs qui ont un tant soit peu d'ambition. J'ai l'impression que aller voir un match, puis tu gagnes 1-0, tu gagnes 2-1, ça va gommer mais à un moment, quand tu paumes ces matchs, puis tu vois ton contingent, puis tu regardes simplement la liste des joueurs, puis que ça passe pas, puis que tu t'ennuies en allant au match. À rigueur, je pense que si tu perds 6-5, tu dis, on a quand même vécu un match. J'ai vu des buts, j'ai vu des occasions, c'était sympa. Il y a eu, ils se sont un peu battus, mais là, on a l'impression qu'il n'y a même pas ce côté un peu de rébellion. Donc, de même pas voir les guerriers avec les guillemets de circonstances, pour des fans, en fait, simplement qui veulent aller voir, même pas, qui sont pas des fans mortels du club, mais qui veulent juste voir un joli match. Est-ce que tu as passé une bonne soirée en allant à Malais? Non. Est-ce que tu as passé des bonnes soirées en allant ces derniers temps à Malais? Non. Et c'est pas seulement à cause des défaites. C'est parce que le jeu proposé te satisfait pas. Et tu disais Peltonen, il a été re-signé pour 2 ans, pas de problème. Hein. On n'est pas là pour dire que c'est une mauvaise décision, hein, selon ce que le directeur technique a décidé. Mais est-ce que tu peux continuer comme ça à avoir un jeu qui n'est pas un tout petit peu chatoyant? Compliqué d'amener aussi tes VIP à dire venez voir, il y a un match, c'est vrai, c'est sympa. Ouais, puis moi, il y a un sujet, mais ça, là, on va s'écarter un tout petit peu, mais ce serait pas mal de penser justement au fait que l'événement, c'est le match, en fait. Et moi, je trouve que Lausanne est l'exemple que je prends qu'il y a en ce moment, mais c'est le plus flagrant, parce que j'ai l'impression que chaque match devient un truc. On fait la Ladies Night, la Pink Night, le match des mamans, le 2 février, le match des papas, les gamins, les machins. Ouais, mais en fait, au bout d'un moment, il faut quand même recentrer le débat. Puis il y a un match à jouer. Alors oui, il faut vendre, il faut faire venir les Instagrammeuses à chaque match pour faire X story.
les voituriers qui viennent faire. Au bout d'un moment, pensons au match d'abord. Et là, il me semble qu'on parle pas beaucoup de hockey à Lausanne et c'est un petit peu problématique. Donc, Bon, je pense que Ville Peltonen, lui, l'Instagrammeuse et les Valets, ils s'en foutent un peu. ouais, Hein. mais je pense que là, ouais, actuellement, c'est vraiment compliqué. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit au début de ce segment sur Lausanne, 1,5 point par match, on y revient. Mais au bout d'un moment, quand tu as des ambitions, et légitimes les ambitions, on rappelle, pour moi, Lausanne, c'est une équipe qui doit viser le top 4 cette saison. Lausanne est actuellement 6e avec 28 matchs, 42 points. Je vois Genève qui devrait être derrière qui devrait pas selon ce qu'ils font sur la glace, absolument pas. Hein. Mais dans l'esprit, je pense que Genève doit être derrière. Et Davos, probablement aussi. Zurich, Zug, Bienne, Lausanne, et tu rajoutes Berne qui vient se greffer là au milieu. Top 4-5, Lausanne a sa place là au milieu, j'en suis convaincu. En gros, c'est les demi-finalistes de la saison passée plus Zurich. Exactement, et je suis convaincu que Lausanne mérite cette place, a le potentiel pour cette place. Bon, moment, on parle de potentiel depuis un moment avec cette équipe lausannoise, mais là, ils peinent vraiment à se matérialiser. Et au bout d'un moment, est-ce qu'on les voit certains joueurs trop beaux et qui ne sont pas aussi dominants que ça finalement, parce que les chiffres ils montent pas actuellement. Non. Est-ce qu'un Kennings par exemple est un joueur d'impact? Après, de nouveau, si tout tourne bien, si on prend le cas Kennings, on disait que c'était un Schönwetterspieler, un joueur de beau temps, donc quand ça va bien tu le vois, quand ça va pas bien tu le vois pas. On a l'impression que là ça va pas très bien et on le voit pas beaucoup. Est-ce que il va pas gratter une ou deux pénalités? Est-ce qu'il fait un travail, quand des fois on dit le travail de l'ombre, tu dis Moy, on le voit pas beaucoup, est-ce que il va pas aller créer une pénalité qui va amener un power play? J'en parlais récemment avec Cédric, donc celui qui avait fait l'épisode statistique, qui me rappelait que les pénalités, si on marque à 20%, le power play en gros est à 20%, puis que tu as réussi à obtenir une pénalité, tu as donné 0,2 buts à ton équipe, d'une certaine manière. Ah ouais. C'est assez marrant de penser comme ça, puis tu te dis, si on rappelle ça avec des chiffres, forcément que si tu marques pas ton powerplay derrière, voilà, mais pour dire, normalement, la moyenne voudrait que ce soit ça. Donc peut-être qu'un certain joueur qu'on voit pas forcément sur la feuille de stats, il y aurait ce genre de choses. Mais tu parles du powerplay, très bon exemple. Chercher, hein. Ils sont là les powerplay. Il y a eu quoi, plus de 3 minutes en powerplay contre Zug. Il n'y a rien eu. Il y a eu. Alors ça, par contre, je me suis regardé les séquences de powerplay en accéléré. Il n'y a rien du tout. Donc là, c'est quand même compliqué. Mais bon, comment faire pour Peltonen? Là, il a commencé, il tourne un petit peu ses lignes, etc. Ok, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de concurrence? Et on en revient à ce qu'on disait. Il manque pour moi un 5e étranger qui doit être là, qui doit amener quelque chose, qui doit donner une option à Ville Peltonen de dire voilà, je pars avec 3 attaquants étrangers et Peter Lindbaum derrière, j'ai le Meyunland dans les tribunes, je fais jouer Eudemark qui pour moi pourrait avoir sa place dans la ligue mais qui ne joue pas. C'est pas la défense le problème actuellement. Pourquoi pas sortir Yunland, avoir 3 étrangers devant? Mais là, c'est des théories de comptoir parce qu'on ne sait pas la réalité. Est-ce qu'Ian Alston a un budget suffisant pour engager un 5e étranger? Il dit qu'ils sondent le marché depuis cet été. Ulström a signé à Bienne. Pourquoi n'aurait-il pas lui forcément, mais un joueur de ce calibre, pourquoi n'aurait-il pas signé à Lausanne? On ne connaît pas la réalité et ça, on a beau poser la question à Ian Alston, il dit concentrons-nous sur le prochain match à chaque fois. Ouais. Donc on veut bien se concentrer sur le prochain match, mais au bout d'un moment, est-ce que ce 5e étranger va venir? Moi, je pense que ça pourrait être. Il va pas résoudre tous les problèmes. Mais alors, c'est un poste qui est différent. Mais Berne, ils engagent Karunen, qui est gardien. Certes, c'est un autre impact sur le jeu. C'est quand même 50% d'une équipe, disons. Mais depuis, ils sont quand même sacrément relevés. Là aussi, je pense pas qu'un ailier buteur va tout changer à Lausanne. Mais quand même, contre Zug, 0 but. Contre Davos, 1 but. Contre Berne, 2 buts. Contre Fribourg, 2 buts. Ouais, 4 derniers matchs, c'est à moins de 2 buts par match. La production offensive, elle est quand même assez misérable. Puis là, avant la pause, il y a 3 matchs, encore en 4 jours. C'est Genève, Zurich, Lugano. Bon, aller à Lugano, c'est pas 3 points au compteur, hein, parce qu'un jour, ils vont quand même se réveiller. Complètement. Et d'abord, c'est Genève à la maison. Au passage, je pense que tout le monde va voir Lausanne perdant. Ils vont gagner vendredi. J'ai pas envie de mettre mon 13e salaire parce que je l'ai plus. Je l'ai déjà dépensé, mais en vacances à Londres. Mais je serais pas loin de me dire que Lausanne va se relever vendredi parce qu'ils peuvent pas jouer éternellement mal comme ça. Mais je n'arrive pas à l'imaginer. Moi, ce qui m'a frappé, je sais plus quel match c'était, mais le joueur que j'ai trouvé qui avait le plus
d'envie, qui incarnait le plus cet état d'esprit un poil guerrier, on va dire. J'ai pas d'autres termes comme ça qui me vient. C'était Tim Trabert. Et il avait été promu en 3e ligne et il amenait de l'impact. Il allait chercher les pucks. Il essayait de créer quelque chose, finalement, des séparations entre le joueur et le puck. Il essayait de faire son travail. Il le faisait finalement plutôt pas mal, alors qu'on le cantonnait à un rôle de boxeur sur glace à peu de choses près, qui doit juste faire, de temps en temps, aller faire un peu le policier. Là, il avait un rôle, quand on lui a demandé, il l'a plutôt bien tenu. Et tu te dis, est-ce que d'aller chercher des joueurs, tu parles du 5e étranger, parce que, voilà, comme le club ferme, il n'y a pas tellement de possibilités. Mais un poil de 109, d'une manière ou d'une autre, ce serait pas dommage, quoi. Et puis, les seuls joueurs, est-ce qu'il faudrait pas un joueur de Swiss League, peut-être tu viens le prendre en licence B, tu essaies de le promouvoir en disant, viens, je sais qu'ils le feront pas, hein, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de faire comme ça. Ils préféreront jouer à 10 joueurs plutôt que d'aller presque en prendre 2, mais... C'est un peu l'impression que ça donne. Parce que les juniors élites, ok, ils sont peut-être un peu quand même tendres. S'ils les font pas jouer, le saut est peut-être trop important. Parce que justement, tu n'as pas ce club ferme, ou en tout cas cette possibilité de Swiss League où tu peux envoyer des joueurs, puis te dire, voilà, l'écart est pas aussi... Puis faire monter des juniors, c'est un état d'esprit aussi. Et là, on loue à raison, je pense, le travail genevois depuis le début de saison à ce niveau-là. C'était dès le départ. Voilà, ça fait quand même un moment qu'ils jouent le haut de tableau en junior élite, qui font monter leurs jeunes, qu'ils ont leur structure pyramidale avec Sierre, que je trouve très très bonne. Tu peux pas un beau matin dire on va puiser chez les jeunes. Moi je fais ça dans Football Manager, quand tu vas chercher dans ta 2e équipe et tu fais monter tous ceux qui sont pas trop mauvais. Là ça se passe pas comme ça. Justement, c'est un travail de longue haleine, et si tu as des trous dans certaines années, c'est compliqué de les rattraper. Donc ça prendra du temps si Lausanne se donne les moyens, et j'ai l'impression qu'ils vont se les donner un jour ou l'autre. Mais actuellement, la solution, elle ne viendra pas de là, et tu as raison. Par contre, moi, je pense que la solution, elle est dans le vestiaire actuellement. Oui. Parce que, on a identifié la qualité des joueurs. Mais c'est ça. Quand ta 3e ligne, c'est Eren, Emerton, Moy, moi, je pense que c'est pas une 3e ligne d'équipe qui va jouer les places 7, 8, 9. À Ambry, tu mettrais cette ligne-là, on dirait que c'est la première ligne, ça nous choquerait pas. Ouais, exactement. C'est juste après les étrangers, parce que là-bas, ils ont D'Agostini, Flynn qui vont pas trop mal, mais derrière, ça va très bien. Et donc, le talent est là, le potentiel est là, mais il n'arrive pas à se réaliser. Est-ce que le problème vient du système du coach Peltonen qui passe pas auprès des joueurs, de responsabilités qui sont mal réparties à gauche et à droite et qui génèrent une frustration dans le vestiaire? Ça, je pourrais clairement l'entendre. Actuellement, il y a 2-3 problèmes sous-jacents. Du coup, autant les avoir maintenant pour avoir du temps pour les réparer d'ici les playoffs. Je reste convaincu à 100% que Lausanne fera les playoffs en fin de saison. Donc autant passer par une crise ou une période compliquée maintenant plutôt que fin janvier, disons. Mais moi, je suis convaincu, la solution est dans le vestiaire. Mais Lausanne, tu dis crise, tu t'es repris tout de suite. Non, c'est pas une crise. Non, d'accord. Mais 8 en 11 par contre, quand même. 8 défaites en 11 matchs. On parle de série négative. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une série positive. Et Lausanne n'a jamais eu pour l'instant de série positive. On voit Berne a eu une crise. Alors, ok, Berne est sous la barre. Je suis tout à fait d'accord, que à 4 points. Hein. Mais Berne, là, maintenant, a enchaîné 4 victoires. Et on avait vu avec Fribourg aussi. Quand tu enchaînes ces petites séries de 4, de 5 victoires, puis qu'après, tu arrives à faire ton défaite-victoire, au moins, tu as eu ce passage où tu t'es dit, tiens, on est quand même capable. Là, ils sont en train de tourner dans la tête. C'est du négativisme, c'est de la négativité en permanence. J'espère qu'ils nous écoutent pas, alors. Ouais, mais en même temps, c'est pas facile de sortir de ça, mais tu disais, vu la qualité des joueurs, et puis aussi la qualité, on a l'impression, des caractères, normalement. Après, on pourrait me contrer en me disant, souviens-toi de ce que Klaus Saug disait à l'époque, quand il y avait certains joueurs qui avaient signé, c'est pas des joueurs de caractère. Notamment un Robin Grossman, qui n'est pas le défenseur qui aura peut-être le plus gros caractère, et est-ce qu'il y a un moment quelqu'un qui est capable de taper du poing sur la table, de dire maintenant on y va? Qui sont les leaders de cette équipe? On en revient à ça. Tu veux un peu de positivisme pour terminer? Oui. Lausanne joue 6 de ses 8 prochains matchs à l'extérieur. Voilà. Mais là, par contre, on parle de caractère et de test, justement de voir ce qu'ils ont dans les shorts, on va dire.
Oui, parce qu'on rappelle, excuse-moi, parce que tous ces matchs à l'extérieur passent à les JOJ. Exactement. Donc il va falloir... 3 janvier, 11 janvier, 17 janvier, 24 janvier, c'est 4 déplacements. Bienne, Fribourg, Berne, Langnau. Après la pause. Et avant la pause, c'est 2-2. Donc ils jouent 6 des 8 prochains matchs à l'extérieur. Et dans une série compliquée comme elle l'est actuellement, je sais pas, je me réjouis de voir comment ça va se passer. On aime bien utiliser certains moments assez charnières. On l'avait déjà dit que c'était le cas pour Lausanne actuellement. Cette défaite de Zug, finalement, encore une fois, tu as le droit, on ne l'a pas encore dit, mais tu as le droit de perdre contre Zug. Surtout que Zug va beaucoup mieux actuellement. Ouais. C'est la manière qui est un petit peu plus dérangeante. Bien sûr. Et au moment de recevoir Genève, disons que 3 points contre Genève vendredi, ça permettrait déjà de souffler un petit peu mieux avant de partir à Zurich le lendemain. Et de s'éviter justement de partir à Zurich avec 5 défaites consécutives, parce que là, ça devient compliqué. Il y avait quelques questions à propos du Lausanne Hockey Club. C'est Evan qui parle du cas Heudemack, parce qu'on avait soulevé aussi que il jouait assez peu. Et puis, je me disais, je trouvais que c'était dommage de l'avoir pris. Puis finalement, alors pour le coup, de le faire s'entraîner avec la première équipe, on va dire. Parce qu'en gros, c'est que ce qu'il fait. Et puis l'autre question, c'est Peltonen est-il l'homme de la situation ? Je précise que c'était le 10 décembre que cette question est venue, donc avant... la défaite contre Zug et probablement avant la défaite en Ligue des Champions, ou peut-être juste après le match de Ligue des Champions, mais perdu à Luleå. Mais la question est effectivement pertinente. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Peltonen est la bonne personne, parce que je pense que c'est un excellent technicien, c'est un excellent tacticien. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que les joueurs qu'il a sur la glace sont bons pour lui. Moi, Cody Almond dans le système Ville-Peltonen, ça m'étonne. Je pense que on a suffisamment parlé des limitations qu'on lui voit ou des doutes qui entourent Cody Almond, en tout cas pour nous, pour moi en tout cas. Je vois pas le match entre Ville-Peltonen et Cody Almond, par exemple. Est-ce que Berchi Vermin s'éclate actuellement sur la glace quand ils doivent jouer avec les Peltonen ? Je ne suis pas sûr. Donc, à mon avis, Peltonen est un bon coach, l'équipe est bonne. Donc, au bout d'un moment, le mariage, il doit fonctionner. Et je pense que de prolonger cet entraîneur, c'était une bonne chose. Parce qu'à mon avis, si Lausanne ne l'avait pas prolongé, il aurait trouvé du travail très, très rapidement. Parce déjà, il a un pédigré qui parle pour lui et à qui on donnera... Déjà, l'année passée, il fait demi-finale avec Lausanne. Donc rien que pour ça, sa première saison était une réussite. Ouais. Et son pédigré, tu te dis, il va retrouver du job très vite. Donc de l'avoir prolongé, je vois pas ça comme une mauvaise chose, bien au contraire. Parce qu'à Berne, à part ça, Yolonen, c'est un peu la même chose. Quand ça allait pas bien, les leaders ne tournaient pas, ne marquaient pas. Escarcobello est satisfait, voilà. Puis tout d'un coup, quand tu réadhères au système finalement, puis que tu as le petit rouage de Karunen qui vient, tiens, ça repart. Donc cette équipe, elle est forte de Berne. Elle correspond, quand elle gagne 4 matchs, elle correspond aux attentes qu'on a vues en elle au début de la saison. Complètement. Et là aussi, je pense que Peltonen... Mais ouais, Heudemack, bonne question. Et on l'a mentionné avant. Moi, j'aime bien ce joueur de base, mais effectivement, il a les matchs où il a joué, il n'a pas montré qu'il méritait plus de temps de glace qu'il n'a. Je vois pas tous les entraînements de Lausanne non plus. Donc là aussi, moi, au bout d'un moment, on est quand même obligé de se fier au ressenti d'un entraîneur qui va voir le joueur tous les jours sur la glace et d'un staff technique. S'il ne joue pas plus, moi je pense pas qu'ils se disent il est super, Heudemack qui pourrait être notre défenseur numéro 1, mais on préfère lui donner 0 minutes de jeu. Non, des fois je comprends aussi ça. Mais après, regarde, alors c'est l'exemple extrême. Dominique Egli n'avait pas de temps de glace à Bienne. Et là maintenant c'est le meilleur compteur de Rapperswil à peu de choses près, avec plus de 20 points cette saison, ce qui est juste ahurissant. Équipe de Suisse, la progression météorique du type. Et je dis pas que Heudemack vaut Dominique Egli, mais c'est un défenseur qui a fait une très belle saison l'année passée en Azug Academy. Et je pense effectivement qu'il pourrait mériter un peu de temps de glace. Temps de glace qu'il pourrait avoir si, en Norvégien, il y a 3 attaquants étrangers. Et donc tu te libères d'un des deux entre Junland et Lindbohm. Et vu que Lindbohm est actuellement très bon... Mais tu le fais pas beaucoup jouer. Donc si au moins il avait, admettons, 7-8 minutes, puis tu peux faire passer son temps de glace à 12-13. Je comprendrais totalement le move en disant tiens, on va te donner un petit peu plus de responsabilité et donc on va peut-être pas doubler ton temps de jeu, mais
un peu comme Simon Lecoultre, tu as quand même des responsabilités. On te demande pas juste de remplir un maillot, comme tu aimes bien utiliser cette expression. Non, on te fait un peu plus confiance. Mais pour que tu aies confiance, il faut que tu aies pu jouer, parce que là, on va pas te lancer. En plus, la période, elle est pas faste, donc on te met pas dans des conditions super pour bosser. C'est vraiment presque inextricable comme situation. On a l'impression que c'est un cercle vicieux. Ouais. Ouais, mais comme on joue pas bien, on va pas te lancer parce que ça sert à rien. Mais bon, bah, vu qu'on va pas gagner, on va jamais te faire jouer. Mais on n'ose pas t'envoyer en Swiss League parce que si jamais il y a un blessé, au moins t'es là, mais il n'y a pas de blessé. Donc, enfin, ça va pas. Puis dans le même sens, ben, tu te dis, on marque pas de but, donc du moins on va essayer de pas en prendre. Ouais, Puis comme on va essayer de pas prendre de but, ben en fait on va encore moins marquer de but. Puis au bout d'un moment on va quand même en prendre un, puis on va. Et là aussi, c'est deux, trois dynamiques négatives qui peuvent tourner assez vite finalement. On rappelle le début de saison de Fribourg, qui était aussi dans une dynamique ultra négative. Mhm. Tu as deux, trois petits changements à gauche à droite, et je dis pas un changement de la magnitude de celui qui a eu lieu à Fribourg, hein. Je pense absolument pas qu'on doit aller dans cette direction-là à Lausanne. Mais des petits changements de dynamique, ça peut vite tout changer. Et à mon avis, Lausanne a de quoi trouver à l'interne ces solutions-là. Mais honnêtement, je ne sais pas encore où actuellement, mais la victoire dans le derby contre Genève, parce que je reste convaincu que ça va se passer comme ça. Vous vous moquerez de moi quand vous aurez perdu de l'argent vendredi soir, mais ça pourrait être un match déclic. Picho mon pitch qui demande croit-on à la rumeur Pouliot. Alors, à Lausanne, on rappelle que la rumeur, peut-être que je me trompe, hein, si je fais la genèse de cette rumeur, c'était un Hockey Inside de Cyril Pache. Moi, c'est la première fois que je l'ai lu le nom de Pouliot associé, où il mettait sous la forme plutôt d'une boutade. Et dis donc, Lausanne venait quand même pas piquer Pouliot à Bienne. Est-ce que je me trompe ou c'était... Oui, alors moi je l'avais pas lu avant. Après, ben, c'est un agent libre de qualité qui a la particularité de bientôt un jour peut-être devenir suisse. Janvier 2021, nous a-t-il Janvier 2021. précisé. Donc si tu l'engages cet été, tu commences avec lui comme étranger et tu termines la saison et tu commences les playoffs comme joueur suisse avec Voilà. Pouliot, ouais, c'est pas inintéressant. Donc je peux imaginer que certains clubs sont très intéressants. Top club maintenant de Suisse. Bah, tu sais que j'aime bien utiliser l'expression relier les points. Si tu te dis que tu as Emerton qui est signé, tu as Almond qui est signé, Joris signé, Froidevaux signé, tu as déjà 4 centres. Pouliot, ça t'en fait un de plus, mais comme Almond peut jouer sur une aile très bien, tu dis on va dans une autre direction, donc on veut plus de Steen Jeffrey. Est-ce que ce sera un ailier étranger et du coup tu engages Pouliot pour remplacer numériquement et poste pour poste de Steen Jeffrey? Ça va, il y a pire comme remplacement. Du coup, il a quoi, 28 matchs, une vingtaine de points avec bien actuellement. Tu n'upgrades pas par rapport à Jeffrey, je pense. Mais par contre, c'est un joueur suisse de la qualité de ton étranger d'avant. Donc, Oui. si on relie juste les points et si Lausanne a la capacité financière, et je peux imaginer qu'ils l'ont parce que Jeffrey a quand même un poste au budget assez intéressant. Bah, tu réponds à Simon Mitrizano qui avait LHCLS même combat, gestion financière désastreuse point d'interrogation. Voilà, en gros. J'avais des doutes et les questions que j'ai posées m'ont fait me dire qu'il n'y a pas de problème. Après, on me dit aussi ce qu'on veut bien me dire, hein, Ah ouais. mais j'ai pas l'impression. Je le croyais vraiment, vraiment à un moment. Non, à mon avis, c'est plus compliqué cette première saison dans la nouvelle patinoire et ça n'a pas les rentrées espérées il y a une année. Mais de là à dire que la gestion est désastreuse, honnêtement, j'ai pas cette impression. Et pour Pouliot, on finit alors. Et pour Pouliot, ben, je pense qu'effectivement, Relier les points. le Lausanne doit être très intéressé par Pouliot. Maintenant, est-ce que c'est le seul club? Absolument pas. Est-ce que Pouliot va venir à Lausanne? Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est juste de la spéculation. Mais à la suite du départ de Jeffrey et de Heron, si tu remplaces un étranger et un Suisse par un Suisse au centre, Pouliot, et un étranger à la place de Heron, À partir du mois de janvier 2021. voilà. Donc ton puzzle, il est de nouveau complet. Pourquoi pas? Ouais, moi j'ai posé la question, j'ai essayé de gratter un petit peu, hein, mais il a été très bon pour esquiver en disant le plus sincèrement du monde que c'était son agent qui s'occupait de ça, puis que c'était pas encore fait, mais que ce serait fait, Fait, tu dis. ce serait signé hein, avec le club. Est-ce qu'il va. va re-signer à Bienne? Est-ce qu'il va aller ailleurs? Que on en saurait plus sur son avenir dans les semaines à venir, et les semaines, c'est visiblement soit avant la fin de l'année, soit juste au début, quoi. On était vraiment dans la période où il avait envie de prendre sa décision finale. Mais il précisait aussi qu'en général, il signait des contrats d'une année avec Bienne, puis que ça lui allait très bien. Donc, ce fait d'aller au...
au jour le jour. Ça lui allait très bien parce qu'il savait pas d'année en année quand est-ce qu'il allait devenir suisse et quand est-ce que sa valeur allait prendre l'ascenseur. Ouais. Enfin, je peux pas parler pour lui, mais je lis la situation comme ça. Mhm. C'est qu'à un moment ou un autre, ça devient plus lucratif d'être joueur suisse dominant que d'être étranger dominant, mais sur le marché, il y a plus d'étrangers disponibles. Par contre, un joueur suisse de ce calibre-là, il n'y en a pas des pelles, et donc autant être sur le marché à peu près chaque année. On passe à Bienne après Lausanne. Ça tombe bien pour les Biennois qui seraient intéressés à écouter ce qu'on a dit sur Pouliot. Bah, vous revenez 2 ou 3 minutes avant. Le cas commencez... Pouliot a déjà été traité. Voilà, vous commencez pas maintenant. Par contre, on prend le cas Bienne. D'ailleurs, Pouliot, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas terminé le match mardi soir contre Fribourg. Si je me souviens bien, il me semble qu'il a été blessé, ce qui a évidemment dû faire en sorte que Antti Tormeinen revoie un peu ses lignes. Mais finalement, on disait, Lausanne, 5 défaites en tout. Bienne, c'est 4 défaites en tout. On se rappelle qu'ils avaient perdu à Genève. Pas de problème. Ma foi, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tu étais au match, si je me souviens bien. Mm-hmm. Après, ils ont perdu contre Frölunda. Ligue des Champions. Ligue des Champions, d'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'on en parle un peu. Je ne sais pas si on en parlera dans ce cas-là de Bienne, où ils menaient quand même de 2 buts à 3 minutes de la fin. Ils se sont fait égaliser et ils ont perdu en prolongation. Là, ça, pour moi, c'est inadmissible. Tu n'as pas le droit, même si Frölunda est une très bonne équipe, etc. Et tous les clubs se sont été éliminés en quart de finale. C'était assez violent, finalement, où tu pensais potentiellement avoir une demi-finale en disant il y a 100% suisse, donc voilà. un Suisse en finale, puis en une soirée, tu te retrouves à plus t'intéresser à la Ligue des Champions, quoi. Et puis défaite en coupe aussi contre Ajoie, dimanche, 4-3. Défaite à Fribourg. Alors ok, c'est pas comme Lausanne, 3-0 et tout, c'est 4-3, 3-2, défaite en prolongation, 3-2, c'est toujours d'un but, mais au final, tu te fais sortir de 2 compétitions et tu fais 0 points. Donc bien en ce moment, moi je trouve que ça va pas bien. Je me demande si la défaite en Champions League a pas mis à nu aussi quand même un problème finalement soit mental, où tu te dis non, ils arrivent pas à... Il y a un petit truc qui est cassé, ou alors simplement que Hiller, à un moment, l'élastique Hiller, tu le tends, puis à un moment, il pète, quoi. Puis plus tu l'as tendu, plus tu l'as tendu depuis le début de saison, puis il te revient fort à la tronche le jour où ça pète, quoi. Et pas qu'il est mauvais, mais qu'à un moment, non. il peut plus te sauver tous tes matchs. Et là aussi, Marc-Antoine Pouliot, sur le plateau des Pécalistes, disait, il nous a fait gagner quelques points cette saison. Et puis que là, tout d'un coup, il peut pas tout faire, quoi. Il faut aussi un peu l'aider. Ouais, exactement. Mais là où je peux donner une circonstance atténuante à Bienne, c'est quand tu dois jouer avec 6 défenseurs, dont Anton Gustafsson, comme c'était le cas à Fribourg. Mm-hmm. C'est marrant, Bienne, pendant tout le début de saison, il devait compléter, bricoler devant avec Ulmer qui jouait à l'aile. Et là, maintenant, ils doivent bricoler avec Gustafsson qui doit jouer derrière parce que Salmela était malade, parce que Moser n'a pas été libéré pour jouer avec Bienne ce match-là. Il était avec l'équipe suisse, avec la Suisse M20. Ouais. Et du coup, ça devient vite compliqué. Fait toujours pas de retour. Devant, Ugly, Ria sont pas là. Il manque toujours pas mal de petites pièces. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il soit resté dans le match aussi longtemps contre Fribourg. Parce que les 2 premiers tiers-temps, se sont fait tourner autour. Ouais. Le deuxième tiers, d'ailleurs, je crois que au niveau du volume de shoot en plus, ils étaient vraiment à la rue. Mais même sur le premier tiers, honnêtement, quand ils marquent le 2-1, premier powerplay, mais c'est le bien, en fait, quand ça va pas fort, mais tout d'un coup, ils ont une opportunité et ils la saisissent. Là, franchement, à 2-0, Fribourg méritait de gagner 3-4-0 et le match, en gros, il est plié. Là, tu as ce petit sursaut qui intervient et puis ce but en powerplay a redonné confiance. Puis c'est le bien qui fait du bien, en fait. Ouais, et puis cette fin de premier tiers, mais Berra a tenu la baraque. Il y a eu un petit passage où Bien était solide et Berra fait le boulot. Après le deuxième tiers, ça revient. Fribourg reprend 2 buts d'avance.
Et puis après, alors, il y a la grosse poussée quand ils marquent le 3-2 et enfin où ils sortent le gardien et où ils passent vraiment pas loin de l'égalisation. Où tu te dis, on parlait de Lausanne, il n'y a pas ce soubresaut de cette espèce quand même de force vitale qui va te faire aller gratter quelque chose. Ok, tu perds, mais t'y allais jusqu'au bout, quoi. Exactement. Mais voilà, je m'excuse, on vient de recevoir le push comme quoi Dominique Kelly prend la tête de Lugano Ok. à la place de Kapanen et Newman qui se voient retirer la première équipe. Je m'étais dit que c'était pas perdu Complètement. de t'en informer. On parlait depuis quelques semaines du fait que Bien nous rendait fous, ou rendait fous les statisticiens ou les amateurs de statistiques. Le retour à la moyenne est toujours existe, même pour Bien, manifestement, parce que cette défaite-là, ils doivent perdre ce match contre Fribourg. Clairement. Pas à 3-2. Pour moi, ils doivent le perdre beaucoup plus nettement. Mais complètement. Mais voilà, actuellement, c'est une période un peu plus dure. Et comme j'ai dit, il y a de quoi être quand même pas trop négatif. Quoique, parce qu'encore une fois, on a posé des questions autour de cette équipe. Moi, c'est presque plus la défaite à Ajoie qui m'étonne ou qui me, parce qui qu'en me plus, déplaît finalement. C'est pas Elie Pope au but. Ils n'ont pas voulu la jouer deuxième équipe. Elie Pope qui fait des très bons matchs. Mais alors, tout à fait. Mais ce que j'entends, on a assez glorifié Jonas Hiller à raison. Ils le mettent titulaire contre Ajoie, donc tu as envie de montrer que tu viens pour essayer de faire quelque chose. C'est une demi-finale de coupe. Ouais. On n'est pas là pour... Et pour rigoler, et le fait que... Alors oui, Ajoie a battu Lausanne à un tour précédent, Zurich après, où tu disais, ah joli. Là quand même, tu commences à rentrer dans les matchs où les équipes de National League, elles viennent un peu en se disant, là on sort quand même l'artillerie lourde. C'est ça qui est fort de la part d'Ajoie et complètement. Qui est un peu raté de la part de Bienne, même si... Alors, je sais pas si tu as vu le 4-3 de Thibaudot, le dernier but d'Ajoie. Oui. Il y a une faute ou pas de faute. Je crois qu'il a été... Est-ce que c'est Hultström qui est sur le banc, qui gueule sur l'arbitre en disant « Mais il y a une faute qui est faite sur un de ses coéquipiers. » Il y a un Biennois qui trébuche. On a l'impression qu'il y a quand même une canne dans les patins ou il y a quelque chose... L'arbitre ne siffle pas, donc c'est goal pour Ajoie et c'est 2 minutes derrière pour Bienne. Ça n'a pas de conséquences parce que... Mais quand même, il pourrait y avoir 2 minutes contre Ajoie et le but de Thibaudot n'existe pas. Donc voilà, c'est des circonstances de jeu. Exactement. Mais qu'Ajoie a su en profiter. Et Bienne, là... Petit coup de mou actuellement pour Bienne. Prochain match à Lugano, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. De Dominique Kelly, ouais. Voilà, je remercie au passage Quentin qui m'a écrit un message en disant Kapanen viré, c'est pas trop tard pour l'épisode, j'espère. On le remercie. Donc non, on l'avait vu, merci quand même. Et avec le retour de Fey normalement, d'après ce que je lis dans le journal du Jura, sous la plume de Laurent Kleisel, Kevin Fey devrait ou est tout proche d'un retour. Ça pourrait aider, à mon avis, bien à avoir une défense un peu plus complète. Offensivement, on l'a dit, ils généraient pas énormément de shoots, ils en prenaient bien quelques-uns. Va falloir gentiment resserrer les boulons derrière, et c'est peut-être pas avec Gustafsson comme ailier comme défenseur de deuxième ligne que tu peux changer ça, quoi. Ouais, mais pourtant Gustafsson il l'a pas marqué d'ailleurs. Il marque un but, ouais. Ouais, un tir de la bleue, on a l'impression il passe un peu au travers. Donc finalement lui quand il est centre, quand il est en attaque, il a plus de peine, puis quand tu le mets en défense, il commence à marquer des buts. Bon, c'est formidable. Mais là aussi on en parle pour Lausanne d'un glissement. Alors Bien est à 2 points de la deuxième place de Davos. Mais là aussi, la barre revient à 8 points seulement. C'est très serré, à part ça. Alors là, on est en plein dedans, parce que même Lugano, qui est 11e, j'exclus Rapperswil. Oui. Si Daniel Vukovic nous écoute, parce que je sais que de temps en temps, il nous écoute et ça l'énerve qu'on soit négatif sur Rapperswil. C'est pas être négatif que d'imaginer que Rapperswil aura de la peine à être en play-off, je crois que... Mais Lugano 11e à 34 points, il y a 4 points seulement sur la barre. Et Bien est à 46 et ils sont 8 points. Donc finalement, il n'y a que 12 points entre
entre la 4-5e place et la 11e place, avec en plus certaines équipes qui ont des matchs en moins à jouer. Là, bon, ça commence enfin à se Davos, rééquilibrer. Il y a Zug avec des matchs en moins, Davos avec des matchs en moins. Ils étaient à 26, donc ils avaient 2 matchs de moins que ceux qui en avaient le plus, je crois. Donc voilà, bien, il y a un petit glissement actuellement. Je pense que la pause, elle va pas arriver au pire des moments pour eux non plus, mais bon. Mais il y a reste encore 3 matchs. 3 matchs, tu peux vite t'embourber encore un petit peu. Et le prochain match à Lugano m'intéresse. Et il y a aussi, Brunner est revenu. Kunti, Brunner, Künzle. Là, il a fait très fort pour son match de retour. Là, je pense que tu en attends aussi un petit peu plus. Et puis, il faudra surveiller l'état de santé de Pouliot parce que ils ont par chance 5 étrangers, mais Ulström que tu dois mettre au centre, t'as Schneider, t'as Salmela tu disais qu'il était malade. On parlait de l'impact de Pouliot. Il rend quand même Ray à la meilleure. Bien sûr. Fuchs peut jouer au centre, jouer au centre et il a joué à l'aile à Fribourg. C'est pas dramatique offensivement, il n'y a rien qui est dramatique, tu me diras, actuellement chez aucun des clubs d'ailleurs. Mais effectivement, Pouliot est quand même un maillon important de cette équipe et ce serait pas un luxe d'avoir tout le monde en santé pour essayer de s'en sortir. Après les 2 clubs qui traversent des périodes un peu tumultueuses, on revient à des choses plus positives, on va dire, avec Genève qui s'est imposé 3-2 après prolongation contre Davos. Il était mené 2-1. Quasi toute la soirée menée au score à peu près. Ouais, c'est fou. Ils sont quand même... Parce que Wingel Sambul avait marqué après au premier tiers. Je dis Wingel Sambul parce que le préposé au Vernet a fait numéro 10. Puis il s'est trompé d'équipe. Donc pendant un moment, il y avait 1-0 pour Genève, alors que c'était 1-0 pour Davos. Ouais, non, terrible pour les gens qui avaient Wingels capitaine à Hockey Manager. Ça devait pas être simple, heureusement. Mais qui était au Vernet. Puis pour moi, ça va, ouais. Donc, ce qui est fort de la part de Genève, c'est cette combativité. Ça m'avait déjà frappé lors du match contre Fribourg, où ils étaient revenus à la fin. Finalement, ils s'étaient inclinés en prolongation. Mais ils avaient fait preuve d'une véritable envie. C'était très furieux, ce côté on va sur la cage, on sort le gardien, puis on est récompensé. Là, de nouveau, tu sors Robert Mayer et tu as une passe absolument délicieuse de Tanner Richard pour Rod qui rate pas. On a souvent parlé du talent des étrangers. On a mis en avant Fer, Wingels, Winnick dans un rôle peut-être plus ombrageux, dans le sens où il était peut-être moins mis en valeur que les autres qui marquent des buts. Moi, j'adore Daniel Winnick. Mais il fait beaucoup de choses tout juste, évidemment. De Mernes, on est des grands fans ici. Et puis, je me rappelle au début de saison, tu disais, mais moi, j'attends beaucoup aussi d'autres vétérans comme Noah Rod, qui a dû marquer son 11e but de la saison, si je dis pas de bêtises. Il avait marqué en équipe de Suisse aussi. Et Tanner Richard, Noah Rod, 2 joueurs suisses. Les 2 meilleurs, on va dire, dans le contingent après les étrangers. Là aussi, des joueurs sur lesquels tu peux espérer compter. Ils répondent présent. Puis alors après, le 3 contre 3, où ils créent leur magie. Tom Ernest fait une passe géniale. Puis je pense que Wingels a marqué le but le plus simple de sa carrière dans la cage à peu près vide. Wingels, ça va lui faire du bien parce que lui aussi, il était dans une période difficile. Là, actuellement, Genève, c'est toujours l'expression trouver un moyen. Là, ils trouvent un soir sur 2 un moyen de gagner un match. Là, ils sont sur une série victoire-défaite qui déplaît à Tanner Richard. Mais vous écouterez, c'est pour ceux qui l'ont pas fait le dernier épisode où ça lui convient pas de faire victoire-défaite, mais ça reste quand même une. Mais c'est bonne bien chose. l'état d'esprit, là, complètement. Bien sûr. Raison. Mais là, par contre, on a vu que Miranda était de nouveau bon. Il était mis sur la 2e ligne avec Fer et Winnick. Comment dire, je voulais appeler ça la place du mort, mais non. la place tournante sur la 2e ligne à l'aile des 2 étrangers, vu que la première ligne, Rod, Richard, Wingels, bouge pas. Et après, il y a eu Cast qui est venu là. Il n'y a pas encore eu Douai d'ailleurs, mais on en parlait une fois qu'il faudrait avoir Douai. Mais en même temps, Douai, à chaque fois qu'il est devant le but, il me semble qu'il rate des montagnes à chaque fois. Il est en manque de confiance alors qu'il se crée des occasions au passage. Il y a Maillard est venu là aussi une fois.
Miranda en ce moment est une bonne surprise ou une bonne confirmation, je ne sais pas, parce qu'on attendait beaucoup de lui avant la saison. Il était un peu décevant au début. Ouais, mais bon, c'est quand même un joueur qu'on attendait plus. Il était 3e trio à Zurich, ou en tout Oui. cas un joueur du bottom 6. De là à pouvoir se dire, ah, mais peut-être s'il va dans un autre club, il est capable de passer top 6. Je sais pas si c'était franchement ce que t'espérais, d'avoir un peu plus de responsabilité qu'à Zurich, certes. Maintenant, être capable de remplir une place sur le top 6, peut-être pas aller jusque-là. Hein. Non, non, complètement. Par contre, bah ouais, effectivement, comme tu l'as dit, ben, Richard et Rod, ils tiennent la route. Finalement, ils sauvent, entre guillemets, mais j'étais en train de... Bah forcément, j'étais au match, je devais écrire sur ce match, puis quand t'as 1-2 à la 60e, tu commences à regarder le classement, puis tu dis, ah bah tiens, ça pourrait être 3 défaites en 4 matchs, là, finalement, si ça se passe pas bien. Est-ce qu'il faut gentiment se poser des questions? Si oui, lesquelles, etc. Mais c'est très drôle à part ça, ce que tu dis, parce que des fois, c'est notre travail. Et puis, comme ça peut changer en l'espace d'un but, finalement. Et les théories qu'on peut tenir des fois maintenant, on est toujours sur le fil. Ce qu'on peut dire maintenant, ça aurait pu être complètement inversé parce que il n'y a pas ce but qui tombe. Et d'un point de vue général, c'est là où c'est intéressant justement de pas partir Voilà, never trop too high, haut, trop never bas. too high, never too low. Et je pense que c'est jamais un mauvais état d'esprit à avoir. Et c'est pour ça aussi, dans une période où Lausanne est à 8 défaites en 11 matchs, c'est aussi pour ça qu'on dit ouais, c'est des tendances, c'est des dynamiques, c'est des choses comme ça qui peuvent changer assez rapidement finalement. Mais là, ouais, moi, la passe de Tanner Richard, franchement, je m'en suis pas encore remis pour Rod. Rod finit super bien le jeu. Hein. Oui, oui. C'est pas comme Wingles qui a profité, entre guillemets, de Tom Ernest. Là, c'est vraiment chacun a une vraie part dans le but. Mais Richard, au moment où il tente cette passe, en plus, t'as le gardien qui est sorti. Bah, c'est pour ça qu'il est génial et c'est pour ça que des fois, il est énervant, Tanner Richard. Parce qu'il a ce grain de folie, ce coup de génie de temps en temps. Un soir où ça passe pas, ben, il se fait contrer, puis il y a 1-3 dans la cage vide, puis tu te dis, ah mais pourquoi il a tenté ça, machin, il est Ouais. complètement fou. Là, en l'occurrence, bah ouais, il est complètement fou, mais... Parce que la passe, elle est au milieu de beaucoup de monde. Il y a énormément de monde dans le slot. Il Ah faut oui. le trouver au deuxième poteau, Noah Rod. Il faut déjà le voir. Oui. Puis après, il faut oser la placer là, réussir la petite passe parfaite. Bah voilà, c'est pour ça que tu payes Tanner Richards. Il te donne les 2 points. C'est pas lui qui marque le but décisif en prolongation, certes. Mais sans Tanner Richards, tu finis à 0 hier. Finalement, tu finis à 2 parce qu'il fait ce truc qui fait pencher Moi, la je dirais balance. un point, puis l'autre point, il est pour Rod d'avoir réussi à le mettre. Et encore, peut-être qu'il y a aussi Robert Mayer qui fait un bon match. Mayer, il a... Je pense que Thierry Bader, il a encore pas compris comment il a pas marqué un but à la 50e là. Ouais, Mayer, il est fort. Quoi. En ce moment, il est vraiment dominant actuellement et c'est aussi pour ça que ça se passe bien. Il était bon avec l'équipe de Suisse d'ailleurs. Bon, l'équipe de Norvège n'a pas trop tenté de tir. Ils ont gagné 5-0, donc il a fait un blanchissage. Mais il n'a pas été mis à contribution, mais en tout cas, il était dans un bon état d'esprit, c'est clair. Mais voilà, bah, Genève, ce qui est intéressant, c'est que justement, Miranda marque pour son deuxième but en 2 matchs, après avoir déjà marqué à Rapperswil. Et on disait justement que c'était très Wingles dépendant ou Fer et Winnick dépendant, cette équipe genevoise. À Rapperswil, non, contre Bienne, pardon. Smirnov et Patry avaient été très bons. Smirnov met un but sur passe de Patry. Merci avait marqué. Donc là, cette dépendance à 2-3 joueurs est gentiment en train de se diluer à gauche et à droite. Mais c'est souvent les mêmes qui marquent les buts à la fin. Hein, parce qu'ils sont sur la glace. Exact. Très juste. De manière assez logique, effectivement. Mais voilà, la ligne Maillard-Smirnov-Stria, on l'a quand même pas vu honnêtement de ce match, donc là compliqué quand même, mais voilà, quand tu peux compter sur deux lignes offensives dominantes comme peut compter Genève actuellement, ça reste t'as une chance de gagner, et quand t'as Mayer qui te donne une chance de gagner tous les soirs, c'est quand même plus facile. Tom Ernest joue énormément en powerplay, j'ai vu qu'il a quasi remplacé le Coultre sur certains shifts de la 2e unité spéciale, en plus de jouer les shifts de la 1re unité spéciale. Alors 2 choses pour Hockey Manager, c'est pas bien. Commence par là. Et c'est intéressant de voir ça. C'était pas systématique, mais à certains moments, le Coultre, on l'avait vu à Rapperswil, il avait dû jouer plus de powerplay, forcément vu que Tom Ernest était au fond du lit. Et du coup, ça s'était pas très très bien passé.
J'avais trouvé, mais en même temps, c'est difficile de devoir remplacer Tom Ernest pour quiconque. Donc, voilà, il a fait du mieux qu'il a pu, mais ça a été compliqué. Là, contre Davos, Tom Ernest a un peu plus pris le lead en powerplay. Il est tellement beau à voir jouer. Moi, je pourrais l'avoir 35 minutes sur la glace que je serais content, en fait. Ouais, puis au-delà d'avoir 35 minutes... Ce qui n'était pas le cas. Il t'amène... Patrick Aymon, je pense qu'on n'a pas trop de conseils à lui donner au niveau du management de ces joueurs. Il le fait vraiment plutôt bien. Mais ça participe aussi à ce qu'on disait de la gestion des jeunes. Hein. C'est-à-dire, tu mérites tes minutes. Tout d'un coup, peut-être que c'est pas c'est un mauvais match, mais c'est peut-être de se dire, je sens en ce moment qu'il a besoin de souffler. Ouais. Parce que le championnat, oui, il y a eu une pause, on va dire, d'1 semaine. Certains sont partis recharger leur batterie, ils ont pris quelques jours de vacances. Si on suit les comptes Instagram de certains joueurs, il y en a qui ont profité de partir un petit peu. Mais mine de rien, la charge émotionnelle, la charge mentale, elle n'est pas simple. Et tout en sachant qu'il y a 4 matchs en 6 jours qui sont là pour la fin du championnat avant Noël. C'est pas évident quand tu dois jouer. Même en NHL, je trouve que c'est un calendrier qui est vraiment très très solide. Hein. Ouais, les 3 matchs en 4 jours, là, de vendredi, samedi, lundi. Je trouve ça assez compliqué. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas un poil dangereux de s'amuser à jouer à un moment où les organismes, certes, il y a eu cette pause, mais comme tu l'as dit, c'était très bref. On voit en fin d'année, à part ça. Dans nous, notre quotidien et dans le quotidien des gens qui travaillent, il y a souvent des gens qui tombent malades en fin d'année parce que tu relâches un peu les batteries. Donc, il faut se dire aussi que là, les gars, c'est maintenant qu'il faut mettre un gros coup de collier. Puis les trois matchs en 4 jours, bon courage à tout le monde, hein, parce que ça risque d'être tendu. Et je suis pas convaincu par ce calendrier-là, honnêtement, d'avoir... Mais ils le font souvent le 23. En fait, il y a maintenant toujours une journée le 23. Donc, c'est un peu... je pense juste avant Noël, ils aiment bien avoir... Ce que je comprends. Hein, comme il y a toujours un match le 2. Enfin, une journée le 2. Exactement, mais je le comprends. Par contre, le problème, c'est quand tu as des matchs les vendredis, samedi et lundi, déjà les back-to-back sont pas évidents. Oui. On parle souvent du rythme de playoff, c'est 3 matchs par semaine finalement. C'est mardi, jeudi, samedi et on parle que c'est quand même un rythme à prendre. Là, c'est 3 matchs en 4 jours. Et en plus, le seul jour au milieu, c'est un dimanche. Et du coup, comment vont faire les clubs ? Est-ce que tu fais un décrassage le dimanche alors que historiquement ou souvent quand ils jouent vendredi samedi, forcément le dimanche ils viennent pas à la patinoire. Est-ce que tu les fais venir à la patinoire pour faire tourner les jambes ? C'est un vrai casse-tête qui attend les clubs. Et moi je me demande comment chacun, parce que ça va être individuel, comment ils vont réagir, et ça va être intéressant à suivre ça aussi. Ils ont préparé de la meilleure manière cette semaine, parce que quand tu te rends à Lausanne et tu accueilles Fribourg le lendemain pour le back-to-back sans penser encore au match de lundi à Langnau, mais déjà rien que ce back-to-back Lausanne-Fribourg qui va être chargé émotionnellement, on va dire. On espère, faudrait qu'il y ait des émotions. Oui. D'entamer ça avec 2 points contre Davos, c'est Patrick Aymon nous le disait à la fin du match, la fatigue elle est quand même beaucoup plus facile à évacuer un lendemain de victoire qu'un lendemain de défaite, donc ça va aider à bien préparer cette semaine, et Genève s'est mis dans une position assez idéale pour finir le dernier rush de l'année et vraiment bien se placer avant la suite. On rappelle, en général, les équipes qui sont sous la barre à Noël sont sous la barre au soir de la 50e journée. Ouais. Bon, alors mathématiquement, le Genève sera sur la barre à Noël. Hein, ça ne va pas arriver qu'il soit en dessous, donc c'est positif et on se sera trompé avant la saison, peut-être. Termine ce tour d'horizon roman avec Fribourg qui a battu Bienne, on en a parlé dans le passage biennois. Fribourg s'est imposé 3-2 avec 3 points de David Desharnais qui, alors, pour le coup, on disait à Lausanne qu'on ne voyait pas où sont les leaders. À Fribourg, en ce moment, on voit bien où sont les leaders. C'est Desharnais, Brodin. De nouveau, un but de Brodin. Mm-hmm. J'ai aussi beaucoup aimé le travail de Kylian Motet, qui est l'ailier, le 3e larron sur cette ligne, justement. Et puis... bien aimé Nathan Marchand aussi, qui a fait un assist sur le but de Desharnais, le 3e, où il est devant le goal. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un Nathan Marchand qui avait un petit peu de peine. Puis là, tout d'un coup, on a l'impression que voilà, il pointe régulièrement. Exactement, ouais. Mais là, t'as résumé. Brodin, il est tellement impressionnant, ce joueur, dans tout ce qu'il fait. Il avait très bien commencé la saison. Ensuite, tu l'aimais beaucoup en disant
il fait des petites saletés, mais il a un jeu. Il est tout le temps à la limite, mais il est vraiment tout le temps bien. Mais il y a eu une période assez compliquée pour lui. Et là, il commence de nouveau à marquer assez régulièrement. Et au moment où les contrats se négocient, où les options se prennent, les discussions ont lieu, il se fait une bonne publicité actuellement, Brodin. Parce qu'on rappelle, à Fribourg, Gunderson a re-signé, Dernay, Stolberg sont sous contrat. Maintenant, la question, c'est est-ce que Christian Dubé engage, on en parlait au moment de la signature de Yannick Herren, un centre étranger. Mais là, Brodin, il se fait une sacrée pub. Maintenant, le problème, c'est qui tes centres. Et on en a déjà parlé. Bikoff en deuxième centre, c'est peut-être un peu light. Valzer en 3, c'est light. Donc, par contre, si tu les fais glisser en 3 et en 4, ça devient super. Et si tu as un étranger là, c'est parfait. Mais Brodin est précieux pour ce qu'il apporte. Et c'est un joli casse-tête, à mon avis, du côté de Fribourg actuellement. Ceci mis à part, ça passe peut-être un peu sous le radar. Mais la saison que fait Kylian Motet, 27 matchs, 21 points actuellement. Il a de nouveau marqué contre Bienne. Il est bien sur cette première ligne, lui, il me semble quand même. Il est très très bien. Mais alors, est-ce que je me fais l'avocat du diable ou pas? Je sais pas, en disant à quel degré on donne sa part de réussite à David Desharnais. Peut-être que c'est quand même assez fou. Et pour Brodin, pareil, hein, à quel point David Desharnais, finalement, on pensait qu'il allait faire un duo avec Stolberg, parce que forcément, il venait d'Avant-Garde Omsk, puis ils étaient ensemble sur la ligne, et on se disait, bah voilà, on a déjà une paire, mais finalement, on s'aperçoit qu'on a surtout un centre, tu lui mets deux bons ailiers, ça marche, quoi. Puis on a une ligne qui est en taille, assez petite finalement, mais très moderne. De l'intensité, de la vitesse, et puis un coup d'œil monumental de Dernay. Le 2-0, honnêtement, la passe qu'il fait. Tu sens qu'il ne balance pas le puck n'importe comment. Il voit ce joueur-là. Et c'est ça qui fait la différence. C'est le 2-0, ça crée ce gap de 2 buts d'avance. Motet en confiance, le shoot n'est pas extraordinaire, mais voilà, ça passe. Mais Dernay, ouais, vraiment, c'est temps. Un coup, c'était Gunderson, excuse-moi. Un coup, c'était Gunderson qu'on trouvait vraiment très très bon. Puis là, j'ai l'impression que vraiment on se rend compte de la qualité du jeu de David Dernay. Alors, on va dire que je cherche tout le temps les aspects un peu moins positifs, mais on parlait de dépendance sur certains joueurs ailleurs, notamment à Genève, avec beaucoup de Wingles, Winnick Fer à une époque, et là, moi je me demande quand même d'où vient le second souffle le soir où la ligne Brodin, Dernay, Motet, Muselet, et je sais pas d'où vient ce second souffle, parce que la ligne Sprunger, Bikoff, Stolberg, on en parlait la semaine passée, mais Sprunger, malheureusement, ça va pas. Il est compliqué. Et il y a une statistique, on se rend peut-être pas compte, mais c'est 13 matchs, 1 but. Julien Sprunger, c'est son but en prolongation lors de son retour. Sinon, c'est un but, 6 passes décisives. Selon les standards du joueur, c'est quand même c'est pas au niveau. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Parce que la ligne Bikoff, Stolberg, Sprunger est ralentie parce que ça va pas très, parce que lui n'est pas au niveau escompté. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il va falloir faire un changement dans l'alignement? Brodin, Dernay, Motet, tu touches pas, à mon avis, parce que ça marche et parce que on change pas une équipe qui gagne, une ligne qui gagne non plus. Au moins, t'en as une qui tourne, quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait difficile ça serait compliqué d'enlever ça. On a assez dit avec Vermin, Jeffrey Berchi à Lausanne. Quand ça marchait, pourquoi les avoir enlevés? Du coup, est-ce que Rossi doit monter dans l'alignement à la place de Sprunger, à l'aile de Bikoff et sur l'autre aile de Stolberg? En même temps, je trouve qu'ils sont assez proches, ces joueurs, dans leur style. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Le tac... Non. Je suis dépité. Puis après, la question, c'est est-ce que tu oses mettre Sprunger en 3e ligne? Là, ça commence à être... c'est une question que tu peux te poser. Hein, mais au bout d'un moment, c'est ton capitaine, c'est la figure, c'est le truc. Mais après, peut-être qu'en 3e ligne, tu joues contre une ligne un petit peu plus faible, puis tu as peut-être de quoi te relancer. Exactement. Sauf que tu joues peut-être avec le tac. Et là, on y revient. Le tac, quoi. Moi, je suis dépité par ce joueur. Il me semble qu'il est... En fait, il est tout le temps à l'envers. C'est quand même incroyable. Le hockey IQ, comme disent les Américains, là, c'est vraiment pas simple. Hein. Il a 25 matchs, 1 but, 3 passes décisives. Pourtant, il a du temps de jeu. Il joue avec Valzer et Rossi, qui sont quand même pas des manches. Il joue sur une ligne qui est pas... pas la KLM, mais je veux dire, tu peux quand même jouer au hockey avec ces deux joueurs. Ouais, il me semble. Hein. Et lui, il est vraiment
tout le temps de travers. Donc je sais pas. Marchand mérite de jouer un peu plus haut peut-être dans l'alignement. Il peut jouer sur l'aile aussi. Est-ce que maintenant, vu que comme tu dis très justement, il est dans un bon trend, est-ce que tu le récompenses en le faisant venir sur une des ailes des 3 premières lignes plutôt que de jouer centre de la 4e? Ça peut être une option. Tu descends Sprunger à la place de Rossi, puis tu fais Rossi, Valzer, Marchand à la limite. Le tac, tu le mets 13e attaquant. Parce que tu as Sandro Schmidt qui est avec l'équipe de Suisse. Exactement, donc ça enlève une option, mais sinon l'attaque, tu le mets en tribune de presse. Il va regarder le match avec nous, puis on discute de hockey avec. On peut pas l'envoyer à Rapperswil déjà. Écoute, ouais, je pense que là, ils n'ont pas assez de profondeur à Fribourg pour pouvoir se permettre de perdre un joueur comme ça pour rien, entre guillemets. Tu fais un échange, tu prends, je sais pas, un des joueurs à Rapperswil, un ailier comme un Jordan Geller, tu essayes de trouver un gars comme ça. Puis je sais pas, mais en tout cas, le TAC, c'est une déception, ma foi. Pourtant, c'est un joueur qui a un sens du but de temps en temps. Quand il met ses 2 buts, il fait son doublé de... J'ai l'impression que là, c'est plus compliqué cette année. Ah ouais. Alors cette année, c'est vraiment compliqué. Mais ouais, il avait 11 buts la saison d'avant. Il avait 11 buts la dernière saison à Ambry. Ça va, un attaquant qui passe les 10 buts, c'est quand même pas rien. Mais au moment où tu dois te douter de quelque chose, c'est quand il a 22 buts, 6 passes décisives. Tu dis que le gars, il a la touche passe qui est cassée, quoi. C'est terrible. Donc ouais, on va pas parler 2 heures de Lucas Le Tac, mais offensivement, c'est quand même un peu problématique derrière cette première ligne. C'est ça. Après voilà, Fribourg gagne quand même certains matchs, victoire-défaite. Toujours au-dessus de la barre. Hein. Oui, malgré le retour Tony Truant de Berne, Fribourg est toujours au-dessus de la barre. La défense tient bien. Oui. C'est 2 buts encaissés contre Bienne, c'est 4 à Berne dans la cage vide, donc c'est 3 à Berne, 1 contre Davos. Donc la défense tient bien, 3 contre Lugano dans une cage vide, 2 contre Lausanne. Ils prennent rarement des sails où ils prennent rarement l'eau. Donc tous les soirs, ils sont dans le match. Aussi parce que Reto Berra est excellent. Ouais. Et ça te change quand même une équipe. Hein. Et puis Reto Berra, qui devait être sélectionné, enfin qui avait été sélectionné avec l'équipe de Suisse, puis finalement, problème musculaire. Donc tu pouvais te dire... Mais c'était plus un côté préventif. Ouais, il avait barbecue samedi soir et puis il est rentré. Non, mais je pense effectivement c'était à titre préventif. Puis ils se sont dit... Profite de 3 jours off, va te faire soigner un peu. Surtout que je pense que Fribourg était très très content de dire non, déconnez pas les gars, s'il vous plaît. Merci, mettez Niffler, ça ira très bien, ça lui fera de l'expérience. Vous n'avez pas besoin de voir Berra avec l'équipe de Suisse pour savoir qu'il est bon, quoi. Et là, Fribourg accueille Zurich, va à Genève, et puis après il y a le match de l'angoisse à Rapperswil, où tu sais qu'habituellement ils se prennent une tôle là-bas, où ça se passe jamais bien là-bas. C'est vrai qu'on disait rarement des sailles, il y a le 9 à 4. En fait, c'est rare, mais là, ils ont pris pour toute la saison, ils avaient pris 9 à Rapi. Je serai de nouveau commis d'office à Rapperswil après y être allé pour le 9-4 contre Fribourg et le, je sais plus, 6 contre... non, 4 finalement contre Genève après avoir pris 3 buts dans les 10 premières minutes. Ouais, je me réjouis. Celui-là, il va être chouette, mais bon, avant, il y a quand même Zurich et Genève. Gros week-end pour Fribourg. Bon, gros week-end pour tout, à part ça, gros week-end pour tout le monde finalement. Complètement. Mais moi, je serais pas surpris qu'à terme, il y ait un petit peu de brassage en ligne de 3 parce que tu peux pas gagner trop souvent en comptant que sur DRNS, si bon soit-il. Et pour Nathan Marchand aussi, j'ai dit très joli but où il était devant le but. Ce que j'ai aimé, c'est qu'un joueur de cet âge-là, jeune, soit en fait devant le gardien, vienne là où les buts se marquent et où tu prends des coups finalement. Et ça, d'avoir un joueur de plutôt assez bon technicien aussi, hein, qui vient dans ce périmètre-là puis qui est récompensé, moi ça me fait plaisir en fait. C'est vrai que Marchand, on a pas tendance à l'oublier, mais il a 22 ans et il a une marge de progression qui est quand même assez grande. Moi j'en attendais pas mal cette saison. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a fait nos tops et nos flops du début de saison sur le site du matin.ch. Puis pas flop, mais dans les bonnes surprises et les déceptions de la saison. Et moi, dans mes déceptions, j'avais mis Nathan Marchand. Parce que j'attendais à ce qu'il franchisse un palier après avoir eu une progression assez régulière ces derniers temps. Il était à 10 points, après 14 points la saison suivante. Puis là, je me suis dit,
Et on avait dit qu'on l'attendait à 20 à peu Ah près. ouais, si t'as un Nathan Marchand qui monte à une vingtaine de points, qui vient épauler des attaquants étrangers, plus Motet qui est là à ses 25 points, Bikoff et Sprunger à une vingtaine de points si tout se passe bien. Sprunger à la je pense qu'on aurait dit plus que 25, mais bon là 25 ce serait déjà un plateau qui serait pas mal. Tu te retrouves avec des attaquants intéressants sur toutes les lignes et ça te permet peut-être de rétrograder le tac sur une quatrième ligne et non de l'avoir sur une des lignes en haut. Mais je désespère pas et là aussi, OK manager, peut-être que si Marchand peut avoir la bonne idée de ne pas marquer trop de points tout de suite pour nous permettre de le prendre, ça peut être une piste. Avant de passer à vos questions, on vous demande d'être attentif sur nos réseaux sociaux. Jeudi, en fin de journée, on va lancer un concours. Alors on le met à la fin de cette section sur Fribourg parce que ça concerne un prix fribourgeois. Il y aura des places à gagner pour un match en février, le 14 si je ne fais erreur, avec fondu avant le match, etc. Les modalités du concours seront sur nos Instagram, Facebook, Twitter. On se réjouit de vous faire gagner ça avec l'aide de Fribourg-Gotteron après Lausanne et Genève. Ce sera le troisième club avec qui on va travailler, collaborer. Bienne devrait suivre dans pas très longtemps non plus, rassurez-vous. Donc bonne chance à tous. Alors, comme Greg l'a annoncé, il reste quelques questions qu'on n'arrivait pas forcément à inclure dans notre épisode. Alors, on les met un peu à part. Il y a une question de Ben90 qui nous dit comme maintenant, il y aura un salary cap en NHL. Et KHL. En KHL, pardon, exactement. Bobé. Et un salary floor aussi. Est-ce que des joueurs russes peuvent potentiellement être intéressants pour les clubs suisses? J'ai envie de dire que j'aurais pas misé sur les joueurs russes qui pourraient être intéressés, mais par contre plutôt pour les autres nationalités qui jouent en KHL, où tu te dis finalement, plutôt que de me taper 8 fuseaux horaires ou 10 fuseaux horaires, je vais en Suisse, puis je suis à 4h30 au maximum avec un bus. Et puis je peux voir ma famille tous les soirs. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, par contre, ça me fait poser une question supplémentaire, cette instauration d'un salary cap en KHL. Chez nous, on est là, on n'arrivera pas à faire ça parce que de temps en temps, ils posent des enveloppes sur la table. Est-ce qu'on va réussir à... Donc non, on ne peut pas mettre un salary cap en Suisse. Des enveloppes sous la table qu'il pourrait y avoir peut-être en Russie. Oulala. Ouais, alors si ça arrive, s'ils arrivent à contrôler ça en Russie, moi je me dis qu'en Suisse, c'est faisable. Le secret bancaire, quand même. Ouais, il y a d'autres secrets ailleurs qui existent aussi. Du coup, moi, je pense que c'est un pas dans l'excellente direction pour que ça vienne chez nous un jour aussi. Parce que je serais terriblement favorable à ce que les clubs acceptent l'idée d'un salary cap. Et comme tout le monde est en train de monter sa masse salariale équivalemment, quand tu as tout le monde plus ou moins dans la même catégorie ou la même classe salariale, on va dire, allez, en gros, 15 à 25 millions de budget, ou vraiment à la louche, est-ce qu'au moment tu te dis pas, les gars, à la place de tous continuer à monter, en fait, si on arrêtait à un moment, à un chiffre, 17, 18 par là, puis on évite de tous se tirer la bourre, en fait, ce serait pas mieux? Moi, je pense qu'un jour, on va y arriver. Mais est-ce que ce sera de notre vivant? Je ne suis pas sûr. Par contre, le fait que la KHL l'implémente, que la NHL y soit depuis suffisamment longtemps, ça doit donner des idées. Je sais qu'il y a des directeurs sportifs qui poussent dans cette direction actuellement. Oui, en Suisse, on a un secret bancaire, ceci, cela, mais au bout d'un moment, ce n'est pas une zone de non-droit non plus, la Suisse. Il y a quand même moyen de contrôler, de faire en sorte qu'il y ait un controlling. Et si quelqu'un se fait pincer, les sanctions, elles doivent être énorme. Si on te met des énormes sanctions, tu bouges pas une oreille. Je veux dire, c'est... Si on se rappelle des transferts à l'époque, c'était pas Vjeran Ivankovic de tête comme ça, et qui avait été... il y avait un club qui avait voulu le prendre, et puis finalement, ils avaient une grosse pénalité. Tu te souviens plus? Non. Ok. Il me semble qu'il y avait aussi un club... Après, tu pouvais pas prendre un joueur comme ça, qui était encore sous contrat. Enfin, il y avait des grosses pénalités. Donc, à mon avis, en Suisse, on est quand même capable de mettre des amendes, mais il faut le vouloir aussi. Et on en revient toujours à Marc Lutti qui disait mais on n'a pas 12 gentlemen pour faire des gentleman agreements en fait dans la Ligue suisse. Non, je suis d'accord. Par contre, il y a eu le cas Forster. Je sais pas si c'est celui-ci à qui tu penses. Non, je pensais à un truc avant. Il y a eu Alex Forster, c'était en 2007-2008 par là, qui partait de Davos Zurich. Voilà, exactement.
Mais voilà, si tu tapes sur les doigts suffisamment fort et si la ligue est suffisamment forte pour faire respecter ça, moi je pense que derrière le produit hockey a tout à gagner. Regarde la NHL où chaque début de saison, les candidats au titre, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Là, si en Suisse, les candidats au titre, c'est pas 3 clubs comme. Oui, on dira tout le temps, ouais, mais ceux-ci, ils sont pas loin, ils ont progressé cette saison. Oui. Ouais, bah tu te retrouves en mai avec une finale Berne-Zurich, Zurich-Lugano, Lugano-Berne, Berne-Zug peut-être maintenant, Davos qui vient une fois sur deux. Enfin, si chaque début de saison, tu as 8-9 équipes qui sont de vrais candidats au titre, qui ont des moyens financiers plus ou moins égaux. Après, ça ne veut pas dire un salary cap dit hard cap comme ils font en NHL par exemple, où tu n'as pas le droit d'avoir un dollar de plus que le cap. En NBA, par exemple, il y a un salary cap qui est soft, à savoir il y a des exceptions pour aller au-dessus. Si tu as plus d'argent, tu as le droit de payer plus, mais tu payes des taxes pour l'argent dépensé en plus. Donc, ça veut dire que si tu es un club un peu plus riche, tu as le droit de dépenser un petit peu plus. Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il y a moyen de réfléchir à un truc dans cette direction, et la KHL fait un pas dans la bonne direction. Si la KHL le fait de manière... réglementé, voilà. mais on verra. Pourquoi pas ? Puis je trouve aussi que ça permet de juger le travail des GM d'une manière assez intéressante. Complètement. Parce que forcément, ils sont tous livrés à la même enseigne. Et puis tu peux voir en disant, vous avez le même budget à disposition, vous pouvez monter jusqu'au même... Enfin, peut-être pas le même budget, mais je veux dire, vous pouvez pas aller plus haut qu'un certain truc, donc vous devez faire des choix. Est-ce que ce choix était pertinent ou pas ? Ah là, je dois me séparer de ce joueur, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce que je pense plutôt mettre ce jeune qui va me coûter moins cher pour pouvoir remettre l'argent ailleurs. Et pour le développement des jeunes, ça pourrait être vraiment intéressant. Ça évite que tu aies des quatrièmes lignes qui te coûtent 1,2 million à certains clubs parce que c'est rempli de vétérans qui coûtent assez cher. Et si tu as Livio Langenegger au hasard qui prend une place avec un salaire à 70-80 000 au lieu de 300-400 000, ces 300 000 francs, tu peux les économiser et puis les mettre ailleurs dans ton roster, ce que fait Zouk très bien actuellement, mais avec un budget large, très large. Par contre, ça mettrait du temps à arriver, mais moi je suis sûr que le produit hockey a tout à y gagner. Deuxième question, il y en a 3. Bruit, c'est Tyler's Moy, Silky Meats. Bruit sur la finale de la Coupe, où est-ce qu'on la mettrait si on était en charge de la placer à un endroit ? Puisque, on le rappelle, le Voibeux à Porrentruy, oui, ça passe pour un quart de finale, oui, ça passe pour une demi-finale, non, ça passe pas pour une finale, parce que visiblement, il y a beaucoup de sponsors et que la patinoire qui est en réfection ne peut pas subvenir aux besoins de sponsoring et des... Dans un monde idéal, moi j'aimerais bien que ce soit à Bienne, parce que c'est pas très loin d'Ajoie. C'est aussi ce que je pensais. Parce que il y a une rivalité qui est très dure, qui date depuis de longues années entre les deux clubs. Mais ils sont aussi partenaires. Oui. Finalement. Oui, mais voilà, du coup, dans un mondial, ce serait ça. Maintenant, il y a les problèmes d'infrastructure. Je sais qu'à Fribourg, ils ont posé la question, ça a été envisagé très loin, mais ils n'arrivent pas à enlever la glace, mettre les pubs pour la coupe sous la glace, refaire les bandes, etc. avant la finale qui a lieu l'après-midi le lendemain. Bienne joue à la maison, Lausanne joue à la maison. Donc la faisabilité pour ces 3 endroits-là, ça devient compliqué. Parce qu'ils ont envie de jouer en Suisse romande aussi, visiblement. Ouais. Il y avait Bâle que Laurent Kleisel avait émis. Oui, et Cyril Pache aussi. Mais il y a un souci avec le FCB qui joue son match là-bas en même temps. Au niveau de la sécurité, ils n'étaient pas très satisfaits d'avoir 2 événements aussi proches, ce que je peux tout à fait comprendre, pour des raisons de... Au bout du compte, je me demande dans quelle mesure ils vont pas inverser. Ils vont pas aller à Davos, puis ça va être partage des revenus entre Ajoie et Davos. Et je sais pas dans quelle mesure on va pas arriver à cette solution-là. C'est dommage. Je ne sais pas. Berne. Berne joue la veille aussi, non ? Ouais, tu vois, voilà, c'est terrible d'avoir tous ces clubs. C'est vraiment malheureux parce que ça doit être une fête. Ajoie méritait de jouer ce match à domicile. Parce qu'ils ont gagné le droit d'avoir cette fête à la maison. Puis malheureusement, ils ne peuvent pas. Donc, Berne, Fribourg et Bienne jouent la veille. Lausanne ne joue pas la veille. Ça peut être une piste. Tu viens la jouer à Lausanne. La patinoire, elle est belle, elle est grande. Mais ça fait loin. Puis à Joie, ça fait une trotte. Autant 2 heures à peu près. aller jouer à Zug ou à Zurich, finalement. C'est pas plus loin. Donc, c'est assez insoluble comme situation, hélas.
Et puis Simon Misitrano qui nous demande le carrousel des gardiens qui va rester sur le carreau. C'est vrai qu'on a eu pas mal de gardiens qui ont changé de crèmerie. On a vu Schlegel partir en cours de saison à Lugano dernièrement, ce qui fait que Pope a re-signé à Bienne. On a Mayer qui part à Davos. On a Manzato qui a signé comme deuxième gardien. Non, mais on pense plutôt qu'il sera labellisé deuxième gardien par rapport à Gauthier Desclous, comme ça de base. Qui est-ce qui reste sur le carreau? Il nous reste quoi? Boltzhauser, il nous reste Zurkirchen à Lugano, vu que Schlegel est arrivé, ou alors... Ouais, Zurkirchen, c'est compliqué Müller. sa situation, parce que Müller, il est sous contrat. Zurkirchen, Il est sous contrat aussi. il est sous contrat aussi, mais il doit coûter un poil plus cher que Stéphane Müller. Donc, pas évident la situation des gardiens là-bas. Maintenant, ouais, comme on parlait de domino, je suis très surpris que le domino Mayer soit tombé de cette façon à Davos. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il signe à Davos. À ce qu'il parte de Genève, honnêtement, je pouvais l'imaginer. Mhm. Derrière, ça pousse pas mal. Charlin, apparemment, est très très bien. Donc, Ils ont rappelé Chuard aussi, d'ailleurs. ils ont rappelé Chuard. Charlin est bien. Donc, oui, il y a un potentiel des gardiens à Genève. Donc voilà, si tu veux signer Robert Mayer pour 4 ans, parce qu'il veut un contrat à longue durée, et que tu as des gardiens qui poussent derrière, bah, malheureusement, c'est difficile de concilier les deux choses. Oublie pas Jonas Siller, parce qu'on nous dit quand même toujours que la porte, elle a été fermée en début de saison, mais jusqu'à ce qu'on la rouvre, peut-être, je ne sais pas. Les derniers trucs qu'on a entendus, c'était non, vraiment, Bienne part sur le marché des étrangers. Ouais. Ce qui est peut-être pas une mauvaise idée. Si en plus tu arrives à signer Pouliot qui devient suisse en courte saison, c'est peut-être pas perdu. Mais Boltzhauser est peut-être dans une situation qui est pas évidente actuellement, je pense. Parce que tu l'envoies où? Est-ce qu'il re-signe du coup à Lausanne À défaut. par dépit, entre plein de guillemets, je dis pas par rapport à Lausanne, mais par rapport à son ambition d'être numéro 1 quelque part. Mais est-ce que Lausanne t'offre vraiment un contrat? Est-ce que tu te dis, bah écoute, on te re-signe Je pourrais imaginer que Lausanne offre un contrat à Boltzhauser, oui. Mais de quoi? De 2 ans en se disant, on va jusqu'à la fin du... Non, mais ça serait pas malin, parce que finalement, tu aurais tes 2 gardiens qui arrivent en fin de contrat en même temps. Donc ce serait ridicule. Tu lui offres quoi? 1 ou 3? Non, Chaud, un an. Je pense plutôt. Mais en tout cas, d'avoir Luca Boltzhauser sous contrat avec en plus Stéphane, on sait qu'il va pas vers ses jeunes années, on va dire. Donc comment dire, le reposer un peu plus la saison prochaine, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc faut voir. Le cas Bienne est intéressant parce que si tu pars avec Pope et Boltzhauser, est-ce que tu es vraiment un candidat au top 5? Dur. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Et c'est pas la qualité des gardiens qu'on remet en cause. C'est plutôt de dire... quand ça commence à être des matchs qui comptent, voilà. Après, tu me diras, faut bien les lancer une fois pour qu'ils aient de l'expérience en play-off. Hein. Mais ouais, mais Boltzhauser, il a déjà vu avoir ses 27 ans l'année prochaine. Hein. Donc, C'est encore jeune pour un gardien, à part ça. oui, mais pour être un gardien établi à cet âge-là, alors c'était un exemple de précocité, mais Benjamin Comte avait déjà 4 saisons de play-off à peu près à 27 ans. Mais Boltzhauser, Pope, à la limite, mais du coup, Zurkirchen reste sur le carreau. En même temps, elle est épineuse cette question parce que le carrousel il est quasi terminé, puis ben il y en a encore un ou deux qui tournent actuellement, donc il a l'air intéressant. Mais ouais, il joue bien, ce serait presque dommage qu'il arrête. Moi j'ai envie de le voir encore. En fait, tout a l'air simple pour Hilaire. Je l'ai vu contre Genève récemment. Et moi, on m'a toujours un peu expliqué les gardiens sur la fin de leur carrière de cette manière. Plus il va faire des big saves, moins ça veut dire qu'il était bien positionné et donc qu'il va devoir compenser par un talent, un instinct pour réaliser des trucs. Et Huet, pour moi, était l'exemple parfait. Ouais. En fin de carrière, il multipliait les arrêts incroyables qu'il ne faisait pas forcément auparavant. Parce qu'il était très bien Parce qu'il était tout le temps au bon endroit. Ouais, c'est assez juste. Et Hilaire, actuellement, est-ce qu'on le voit vraiment faire des arrêts incroyables tout le temps? Moi, je trouve pas. Contre Genève, le puck lui arrivait tout le temps sur le plastron. Tu avais l'impression, et tu te dis, bon, ils sont nuls ces attaquants de Genève. Non, bien sûr que non. Mais non, en fait, c'est juste que le gardien, il est toujours au bon endroit. Et il va jamais être pris de court. Alors après, de temps en temps, il va te faire un big save, puis MySports va pouvoir nous en faire profiter sur les réseaux sociaux. A raison. Mais globalement, il est tout le temps bien placé. Physiquement, il a l'air vraiment encore là. Moi, j'adorerais qu'il rejoue une saison.
Épisode au long cours. Making of de cet épisode, j'ai écrit à Jean-Fred en disant t'es sûr qu'on va le faire celui-là, il me semble qu'on n'aura pas grand-chose à dire. Bon, 1h20, désolé. On termine du coup l'année sur cette note... hilarienne. Voilà, sur ce vœu pour 2020 que Hilaire rejoue une saison de plus. J'aimerais en tout cas bien voir ça. D'ici là, passez d'excellentes fêtes. On est toujours très content de vous avoir comme fidèles auditeurs. C'est pas pour autant qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On va essayer de vous faire une petite surprise et de caler un peu de hockey manager par-ci par-là, sous forme orale, écrite, on verra. En tout cas, profitez bien des fêtes. Et puis on se retrouve au début de saison, début d'année 2020, ça part tôt le 2 janvier. Soyez au rendez-vous, puis profitez bien. Bonne fête à tous.